Aujourd'hui, on se retrouve pour Cocorico, un main event avec un Français dedans, Nassourdine Imavov. Bon là, on est en middleweight, il s'attaque à Kelvin Gastelum, qui a affronté absolument tout le monde dans cette catégorie, qui est connu de tous. Et quand tu bats Kelvin Gastelum, généralement ça veut quand même dire quelque chose. Donc là, on va décortiquer ce combat, comment ça se passe stylistiquement, et puis voilà, tout simplement. Bah, si t'es chaud, on y va. Hein. Let's go. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Le 14 janvier prochain à Las Vegas, on a donc Nassourdine qui va affronter Kelvin Gastelum. Alors déjà, quand tu vois Nassourdine Imavov, qu'est-ce que tu vois? Je vois une grosse promesse, quelqu'un qui a beaucoup de potentiel et on voit qu'il progresse entre chaque combat. Euh, il a un style, j'ai l'impression où en début de carrière et en milieu de carrière, il avait un peu le choix de devenir un combattant complet ou d'être plutôt un spécialiste. J'ai l'impression qu'il prend la voie du spécialisme. Donc, c'est quelqu'un qui, de base, je pense, avait voilà, un jeu où il était bon partout, il excellait pas spécialement quelque part. Et là, il a pris la décision de plutôt exceller en pied-point et de garder une bonne base suffisante en lutte et grappling. Ce qui l'amène aujourd'hui, donc encore une fois, hein, c'est de ce qu'on voit dans les combats. On a, de ce qu'on voit en tout cas, on a quelqu'un qui, en pied-point, fait partie du subtop de la division des middleweight. Euh, pour illustrer ça, je pense que peu importe contre qui il combat dans la division, on se sent à l'aise tant que c'est debout, sauf s'il fait face à Adesanya ou Pereira. Là, s'il fait face à Adesanya ou Pereira, de ce qu'on a vu aujourd'hui, tant que ça tient debout, on serait là et il faut que ça aille au sol. À l'inverse, s'il rencontre un André Muniz ou un Dolidze ou un Hermansson, tant que ça reste debout, on se dit ok, très bien. Si ça va au sol, on va commencer à faire ah. Et donc c'est là où je veux faire les limites. Donc pour moi, il fait partie du subtop en pied-point et il fait partie de la moyenne haute en grappling et lutte. L'avantage d'Imavov, c'est qu'il est encore jeune, il est encore jeune dans sa carrière et on sent qu'il progresse. Donc on se dit qu'il peut devenir un prospect à terme et que son style peut évoluer pour faire partie du top en pied-point et pour faire partie du subtop en lutte, ce qui pourrait lui permettre un jour d'obtenir un statut de réel contender. Aujourd'hui, il va prendre Gastelum, mais comme tu l'as dit, c'est un très bon test parce que Gastelum est sur un très très mauvais run. Beaucoup de défaites, très peu de victoires sur les 5-6 derniers combats. Quand on analyse voilà, les défaites, c'est Whittaker, aucune honte à ça. Non. Qu'est-ce que je raconte? Adesanya, Bah, aucune honte à ça. ouais. Cannonier, pas spécialement de honte à ça. Darren Till, c'est une split, c'était compliqué, c'était pas un beau combat, voilà, c'était pas stylistiquement, c'était pas top pour lui, donc voilà. Hermansson, 1 minute 18, donc on ne sait pas en tirer grand-chose. Ouais, c'est ça. Donc, Mais il y a eu Whittaker aussi, hein. Il a affronté Whittaker. Et il a fait un combat qui était. oui, Alors, oui, oui, Whittaker autant l'a pour moi. gagné, mais il a pas démérité. Et objectivement, voilà, il a montré contre Whittaker que non, non, même si en face, c'est littéralement le top 3 de la catégorie, voilà, il y avait pas, tu ne roules pas si facilement sur un Gastelum qui est en forme, quoi. Ah, clairement, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est que il se fait battre par le top de la division, à part Darren Till, hein, qui a un peu une astérisque à côté, et Hermansson. Mais voilà, quand tu le mets contre quelqu'un qui est en dehors du top 15, il lui roule dessus. Mhm. Heinisch, il n'a rien su faire Ouais. contre Gastelum. Donc, c'est un profil très intéressant. Je pense que pour Imavov, c'est un bon step-up. C'est le moment de l'affronter. Et, et Gastelum, ça reste quelqu'un qui est bon partout, qui est durable. C'est en 5 rounds, donc ça va permettre de bien tester Imavov. Surtout que bon, les critiques qu'on a eues sur Imavov lors de son dernier combat, c'est son cardio. Dans le troisième round, il commence un peu à perdre de l'énergie face à Buckley. Et là, il revient pour 5 rounds. C'est quoi? On est 5 mois après? Septembre, janvier, ouais, 4 mois et demi, 5 mois Ouais. après. Euh,
Donc voilà. Maintenant, en termes de style, Imavov, il est grand pour la division. Pas super grand, mais il fait partie des plus grands À en termes de taille de la 91, je division. crois. Ouais, quand même, hein. Donc, et il combat comme un grand. Il combat haut sur ses appuis, léger sur ses appuis. Il arrive à mettre de la pression donc en posant sa stabilité au sol, mais aussi en faisant des entrées-sorties avec des pals légers. Il a des armes de grand. Il utilise beaucoup de single attack, beaucoup de combos courts. C'est pas quelqu'un qui va combiner longtemps. Et il utilise les armes longues. Donc, il va utiliser le jab, le cross, le front kick. On l'a vu déjà utiliser des oblique kicks aussi de temps en temps. Des genoux sautés aussi. Donc, enfin, on en a souvent parlé, hein, forcément, quand tu affrontes un plus petit, il regarde vers le haut, toutes les armes qui viennent d'en bas, les front kicks à la tête, il l'a utilisé contre Buckley, Ouais. les uppercuts en contre, les genoux sautés. Donc, on voit qu'il y a une vraie intelligence de combat. Il comprend qu'il est grand, il comprend comment combattre comme en grand, et en plus de ça, il met la pression, ce qui lui laisse toujours de l'espace derrière lui. Donc forcément, c'est ce qu'on va appeler un combattant à distance. Il aime bien être à son kicking range, de temps en temps à son boxing range pour y initier, et il n'a pas de mal à contrer à distance plus courte. Donc c'est vraiment difficile pour un adversaire plus petit que lui de trouver une bonne distance où il n'y a pas de danger en fait. Il cadre assez bien, il a un bon footwork, il est assez physique, mais là aussi je le mettrais seulement dans la moyenne haute de la division. Je pense qu'il peut se faire surprendre physiquement par certains combattants, notamment Phil Hawes, qui a bloqué le jeu, certes, mais qui physiquement a montré qu'il y avait encore un gap à couvrir. Et alors, très important pour ce combat-ci, il a un très bel œil pour les sorties de clinch. Et ça peut être très intéressant pour lui. Voilà, ses coups de coude en sortie de clinch, même son jeu de jambes quand il sort de clinch pour être hors de zone de danger, il est vraiment doué là-dedans. Vraiment, vraiment, c'est très rare. Donc, ça, c'est quelque chose à souligner. Euh, dans les points à améliorer, comme beaucoup de grands, il est très sujet au low kick. Alors, on a vu qu'il a travaillé là-dessus contre Buckley, où il avait une bonne faculté à désengager, mais on l'a vu quand même en prendre pas mal contre Edmond Shabazan et contre Heinisch aussi. Euh, de temps en temps, il recule en ligne. Donc forcément, quand tu es quelqu'un qui met la pression, c'est pas trop grave parce que c'est très rare quelqu'un qui arrive à te suivre en ligne sur tout le diamètre de la cage. Surtout quand t'es Nassourdine qui peut contrer et qui aime beaucoup faire ça, c'est vrai. C'est Mais ça. Mais voilà, je pense que même Jack Slack avait tweeté là-dessus en disant j'aime pas trop parce qu'il recule en ligne sans garde. Et donc voilà, s'il arrive proche de la cage sans garde, sans de quoi reculer face à quelqu'un qui a encore de la stabilité, et c'est totalement dans les cordes de Gastelum, ça peut être dangereux. Évidemment, on va toujours mettre le point d'interrogation sur le cardio. Sur ses premiers combats, il semblait pas avoir de problème à ce niveau-là. Sur le combat contre Buckley, il y en avait clairement. Alors, est-ce que c'était émotionnel? Est-ce que c'est parce qu'il voulait absolument lui arracher la tête, qu'il a trop alors, dépensé voilà, d'énergie? ouais. Bah, tu vois, Ouais. dans l'interview qu'on a faite et qui devrait normalement déjà être sortie au moment de ce podcast, alors pour Nas, c'est vraiment ça, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire c'est une mauvaise gestion de l'énergie parce qu'il a voulu trop lui faire mal et qu'il est Mhm. retombé un peu dans ses travers de jeunesse où il voulait absolument exploser le gars et voilà, heureusement, il avait un peu plus d'expérience, mais pour lui, c'est ce sur quoi tu viens de mettre le doigt, c'est-à-dire mauvaise gestion de l'énergie parce que émotionnellement, il voulait trop lui rentrer dedans. Ok. Ah, donc, ça, c'est le genre de combat parfait. Parce que j'ai toujours dit, le meilleur combat en MMA que tu peux avoir, c'est une victoire de laquelle tu peux tirer pas mal de leçons. Et là, comme on a dit, voilà, tu passes de 3 rounds à 5 rounds, c'est une énorme différence. Et tu passes d'un combat où tu as eu du mal dans le troisième round en termes d'énergie et de cardio. Tu fais face à quelqu'un qui fera son quatrième, cinquième combat en 5 rounds, qui Ouais, a, qui montre pas vraiment de signe de fatigue, hein. On pourrait dire contre Adesanya, son cinquième round est déplorable, mais c'est plutôt Adesanya ouais, qui devient qui Super step Saiyan, up. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ici, il doit absolument être préparé à faire 5 rounds parce que Gastelum est durable, difficile à finaliser et il est compétent sur 5 rounds. Et donc, dernier point d'amélioration, donc c'est pas un défaut de son jeu, ça, mais par contre, je trouve que c'est là où il pourrait faire. Enfin, c'est quelque chose qui peut ajouter à son jeu qui lui fera augmenter de niveau considérablement, c'est le jeu de feinte. Je pense que il manque encore un peu en développement à ce niveau-là. Il feinte pas énormément. Il fait des petits mouvements pour déconcentrer avec ses mains de temps en temps, avec son jeu de jambes, mais il manque des vraies feintes où il fait le début du mouvement pour faire croire à l'adversaire que ça vient et pour un peu capitaliser là-dessus. Face à Gastelum qui, justement, a une stratégie axée sur les actions de son adversaire, ça peut être
absolument Mhm. nécessaire de beaucoup utiliser des feintes pour justement casser le rythme, frustrer Gastelum. C'est quelque chose que Darren Till a fait avec brio dans le combat contre Gastelum. Et alors, à l'inverse, on a donc Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum qui, lui, est connu pour couvrir les distances, mais à une vitesse. Ouais. Et il a su le faire même contre des maîtres des gestions de distance, comme Adesanya. Ouais. Est-ce que ça, c'est ce qui te fait le plus peur? Ouais, donc les deux choses qui me font peur, c'est un peu cette faculté et expérience qu'a Gastelum face à tous les types de profils, notamment des grands, et cette faculté à bien couvrir cette distance, et le 5 rounds. Je vais pas mentir, c'est un truc qui me fait peur parce que il y a le côté 5 rounds et puis il y a le côté, encore une fois, ce n'est qu'une impression, j'ai l'impression que Nassourdine fatigue beaucoup plus en grappling qu'il ne fatigue en pied-point, ce qui fait sens, et Gastelum a cette ouais, à cette énergie complète en MMA. C'est pas quelqu'un qui fatigue dans un aspect plus que dans un autre. Euh, donc voilà. Gastelum, je vais le décrire comme ça. C'est quelqu'un qui est petit. Même en welterweight, il était petit Ouais. et il a développé un jeu qui est nickel par rapport à ça. Donc, je vais essayer d'expliquer ça de manière simple parce que c'est très imagé et on n'a pas droit aux images. Donc, si les deux athlètes sont à 10 mètres l'un de l'autre, ben, personne ne peut se toucher. Donc Gastelum, en tant que plus petit que son adversaire, il va essayer de se mettre à une distance où aucun des deux ne peut se toucher. Mais évidemment, il ne va pas se mettre à 10 mètres de son adversaire, il va se mettre juste en dehors de la zone de kick de son adversaire. Donc quelqu'un qui est plus grand que lui, Gastelum est très très fort pour estimer, OK, ça, si je me mets là, il peut me kicker. Si je me mets 10 centimètres après, il ne peut pas me kicker. Mhm. Donc là, il est dans une zone safe, son adversaire aussi. Et l'un comme l'autre, s'ils veulent se toucher, ben, il faut faire un pas. Gastelum, sa force, c'est comme tu l'as dit, il explose très vite et il arrive à rentrer dans sa distance très rapidement. Et forcément, en tant que plus petit, quand lui peut toucher, son adversaire peut toucher. Il n'a pas le choix. La pire distance où lui peut se mettre, c'est à la distance où son adversaire peut le toucher et lui ne peut pas le toucher. C'est Ouais. le défaut des plus petits. Mais il est très rarement dans cette distance. Même face à Adesanya, il se trouvait jamais dans une distance où Adesanya pouvait lui, je sais pas, lui envoyer un low kick ou un front kick sans que Gastelum puisse le toucher en retour. Donc, Gastelum, c'est quelqu'un qui aime avoir la main mise sur l'action. Soit il engage en explosant et en passant ultra rapidement dans la mauvaise distance pour lui, donc dans les 15 centimètres, lui ne peut pas toucher son adversaire, mais son adversaire peut le toucher, et il se trouve directement à son boxing range où on est dans une zone du coup d'échange. Quand son adversaire engage, forcément son adversaire doit faire un pas. Le temps qu'il fasse son pas, il y a un petit temps. Et sur ce petit temps, Gastelum a le choix entre je désengage, s'il a de l'espace derrière lui, ou j'engage en même temps. Et forcément, si son adversaire fait un pas pour se trouver dans une distance où lui peut le toucher sans se faire toucher et que Gastelum fait aussi un pas, ben, ils sont de nouveau dans une distance où les deux peuvent se toucher, une distance d'échange. Donc Gastelum, là, il a le choix entre faire un petit pas pour un boxing range ou un grand pas pour venir chercher le clinch. Et il a un bon timing, il a des bons réflexes pour ça. Donc ça, c'est un peu son style. Et puis forcément, ben, il a développé un jeu où il est très fort dans l'échange, il a une bonne vitesse de pointe. Michael Bisping pourra le, Ouais, on pourra va le dire. tester, ouais. En plus de ça, proactivement, il a des bons petits mouvements de tête, hein. C'est toujours un peu compliqué de se dire, bon, ben voilà, non seulement je dois faire un pas vers l'avant, mais en plus, quand j'aurais fait mon pas vers l'avant, sa tête, elle n'est pas tout le temps au milieu. De temps en temps, elle est un peu sur ma droite, de temps en temps, un peu sur ma gauche. Euh, Quand ça lutte, il a une approche scramble-based. C'est quelqu'un qui est difficile à amener au sol, encore plus difficile à conserver au sol. Il a des très bons scrambles. Il est connu notamment pour le Fatman Roll, pour ceux qui veulent aller Google ça ou aller voir sur YouTube ce que c'est. Je crois que c'est le mec en MMA qui a le meilleur Fatman Roll et ça lui va bien. Le nom ne dépend ne vient pas de lui, mais voilà, ça s'appelle comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et Et comme on juste a dit tout à l'heure. pour ceux qui découvrent, quand tu dis que c'est un scramble-based fighter, pour ceux qui du coup n'ont peut-être pas les Ah termes, oui, oui. c'est quelqu'un qui du coup il excelle dans les mouvements, en gros, dans un mouvement où il y a une certaine cinétique, les deux sont en mouvement, il faut trouver des solutions pendant le mouvement, et lui il est très très bon dans ces phases-là du combat. C'est ça, en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre de manière très simple, c'est que quand on lutte, celui qui a la position dominante, ce qu'il veut, c'est avoir une position neutre, c'est avoir
un contrôle sur l'adversaire pour que son adversaire ne bouge pas, parce qu'au moment où son adversaire ne bouge pas, lui, il peut créer des ouvertures pour frapper, chercher une soumission ou changer de position. Bon, après, il y a deux logiques en grappling. Il y a la logique genre, je contrôle mon adversaire pour bouger autour de lui, ou je fais en sorte que mon adversaire bouge pour que ça me donne une ouverture aussi. Bon, en MMA, on est beaucoup plus axé sur la première logique du grappling, c'est-à-dire je contrôle le corps de mon adversaire et c'est moi qui bouge avec mon corps autour de lui pour créer une position dominante. Voilà, après, on l'a déjà dit, Gastelum, quelqu'un de durable, difficile à finaliser, très bon menton, très bon mental. C'est pas parce qu'il est mal dans un combat qu'il le perd d'office. Il sait perdre les deux premiers rounds, revenir dans le troisième, par exemple. Il a une bonne compréhension de l'espace. C'est pas du tout un combattant à pression. On l'a vu contre Thiel, il n'a pas arrêté de le suivre, il n'arrivait pas à le cadrer. Par contre, c'est quelqu'un qui est difficile à mettre sous pression. Il va réaliser quand la cage est proche de lui, il va circuler pour essayer de reprendre le centre. Donc voilà pour son style, pour surtout ses forces. En termes de défauts, il reset mal après ses attaques. Donc il attaque très bien, il couvre pas mal de distance rapidement, il fait son combo, et puis de temps en temps, tu as l'impression qu'il y a une demi-seconde où il reste là où il est avant de reculer et de recréer sa distance. Donc là, il y a une fenêtre où il est vulnérable, très vulnérable, c'est après ses attaques. En termes de game plan, j'ai pas l'impression qu'il vient souvent avec une bonne stratégie. Tu prends Sauf, sauf quand il vient genre contre Heinisch avec la lutte en mode hardcore, quoi. Oui, sauf que enfin, mon a priori de ce combat, c'est que Heinisch a initié la lutte, Oh. Gastelum l'a contré et ça a Et donné il a vu que. voilà, et pour moi, c'est pas un game plan, c'est une adaptation en combat. Il a des très bonnes adaptations en combat, mais D'accord. je pense que Gastelum n'est pas venu pour lutter Heinisch. C'est Heinisch qui est venu lutter bizarrement Gastelum. Et puis Gastelum a dit ouais, bah, trop facile en lutte contre Heinisch. Et c'est à partir de là qu'il a décidé de Ok, lutter. d'accord. Enfin, encore une fois, c'est mon a priori. Ça se trouve, Ouais, il Heinisch, faudra que j'aille le s'il n'avait pas revoir. Ouais. lutté dans les deux premières minutes, Gastelum l'aurait fait. Mais donc voilà, j'ai l'impression que Gastelum, bah, on le voit contre Adesanya, il a mis du temps à shooter son premier takedown. Et je pense qu'il a shooté son premier takedown parce qu'il était sonné debout. Ouais. Donc c'est plus réactif, contextuel que volontaire. Et alors sa réaction face au kick. Quand il reçoit un kick, il bloque, il prend un middle kick, genre il est perdu. Il prend un low kick, forcément, il reste stable. Et comme c'est un combattant qui utilise beaucoup de mouvements in-out, entrée-sortie, ça peut être bien parce que quand tu le kicks, il y a encore une fois une petite fenêtre où il est sur place et tu sais comment le cadrer, comment l'attaquer à ce moment-là. Le dernier truc que je dis sur Gastelum, toujours, c'est il a un style un peu escrime. Ouais. Donc il avance, il sort et il fait chaque fois et il feinte là-dessus. Donc de temps en temps, il va avancer de la même distance 3 fois, puis il va avancer un peu plus et puis il va reculer et il va voir la réaction de son adversaire là-dessus. Donc il n'a pas vraiment un jeu de feinte, Gastelum, en termes d'anglaise ou de kick, mais il a un jeu de feinte sur ses déplacements. Il observe les réactions de son adversaire sur base de ses déplacements parce que ça fait partie de son jeu et de sa gestion de la distance étant plus petit que ses adversaires. Voilà pour le La vue profil au globale. sens large. Ok. Et alors maintenant, la question, c'est, on va mettre ces deux fiches techniques l'une contre l'autre. Comment est-ce que tu penses que le combat peut se dérouler et que l'un et l'autre vont essayer de mettre en place? Est-ce que Castellum va essayer justement de tenter la high niche, c'est-à-dire bah, vu qu'il voit qu'il peut avoir un certain succès en lutte, bah, peut-être essayer de faire ça contre Nassourdine en se disant que c'est peut-être là où il a le plus de chances d'avoir du succès? Est-ce qu'il essaye de montrer qu'il est toujours là debout et justement d'essayer de donner la leçon à Nassourdine? Et pour Nassourdine, de son côté, qu'est-ce qui pour toi serait la meilleure route et la plus sûre vers une victoire? Ouais, donc c'est assez marrant que tu amènes la question comme ça parce que en faisant les notes que j'ai ici, en faisant les notes de ce combat, je me suis dit, tiens, ceux qui sont entrepreneurs ou managers ou project managers, ils connaissent les SWOT, SWOT. Oh. C'est Strength, Weakness, Opportunities and Threat. Donc c'est force, faiblesse, opportunité et risque ou menace. Et en fait, en MMA, ça peut être intéressant d'analyser un profil comme ça. Tu analyses ton adversaire force, faiblesse. Et sur base de tes forces et tes faiblesses, ça va t'ouvrir les opportunités et les risques. Donc, ce que j'entends par là, c'est que tu peux trouver des faiblesses chez ton adversaire, mais puisque tu n'as pas cette force chez toi, tu peux peut-être pas l'utiliser, Mhm. donc c'est pas une opportunité. Et donc, dans ce combat, c'est assez intéressant parce que, par exemple, Nassourdine, je l'ai dit, il est sujet au low kick.
mais Gastelum, ses low kicks sont dégueulasses. Ouais. Il en a envoyé beaucoup contre Thiel, mais il n'a pas un bon, un bon jeu de kick. Donc, voilà, il y a certaines faiblesses chez Nassourdine que Gastelum ne pourra pas utiliser et vice-versa. Donc, c'est assez intéressant. Moi, si j'étais Gastelum, de ce que j'ai vu de Nassourdine, le premier truc que je mettrais en place, c'est de commencer sans trop de volume, sans trop d'intensité. Je vais pas dire je vais pas dire genre ultra bas et temporisé, mais étant donné que tu vois un Imavov qui a ralenti, fatigué dans le troisième round contre Buckley, tu dois te mettre en tête que plus le combat avance, moins il est dangereux. Et étant donné que Gastelum est capable de tenir la distance sur 5 rounds dans un combat intense, il peut vraiment monter d'un cran à partir du troisième et commencer à rouler à partir du troisième. Donc pour moi, du côté de Gastelum, il y a ce côté commencer lentement et à chaque opportunité, clincher et grappler parce que ça semble fatiguer davantage Nassourdine qui a montré avoir du mal de temps en temps à sortir du clinch contre la cage, notamment contre Phil Hose, mais contre Shai Bison aussi, voilà, il était bloqué à la cage et il n'avait pas une recherche active comme Whittaker ou comme Holloway peuvent l'avoir quand ils sont bloqués contre la cage. Donc ça, c'est un truc que je pourrais utiliser du côté de Gastelum. Beaucoup bouger, forcément, parce que Imavov, c'est quelqu'un qui met très bien la pression, c'est quelqu'un qui cadre très bien. Gastelum, il a besoin de gérer la distance. Si tu es dos à la cage, tu sais plus te désengager et c'est là où tu laisses l'opportunité à un plus grand de venir se mettre à la distance où je peux toucher sans me faire toucher. Donc Gastelum, beaucoup bouger pour éviter de se faire cadrer et faire des longs blitz, des longues combinaisons Hmm. après l'attaque de Imavov. Imavov, si tu l'attaques quand il est en garde, quand il est en posture, il va pouvoir sortir sur un angle. Là où il recule en ligne, c'est quand il vient d'attaquer et que son adversaire revient par derrière. C'est là où il y a une fenêtre et une ouverture pour Gastelum. Donc, si il arrive à faire en sorte que Imavov attaque, à ne pas se faire toucher par l'attaque, et par contre à blitzer derrière, c'est là où il pourrait avoir des belles ouvertures. Donc ça, ce seraient les opportunités, on va dire, de Gastelum. Et c'est là où c'est très intéressant la stratégie en MMA, c'est que si tu es Imavov et que tu analyses ça et que tu te dis que Gastelum viendra potentiellement avec cette stratégie, tu peux travailler euh, sur des contres par rapport à ça. Donc ça, c'est toujours ce que j'ai kiffé dans le game planning, c'est d'aller sur un niveau plus loin. C'est qu'est-ce que mon adversaire pense de moi pour pouvoir le surprendre en n'ayant plus ses défauts ou en ne lui laissant pas ses opportunités. Du côté d'Imavov, je pense que le plus intéressant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des bait shots. Bait en anglais, donc Des hameçons, ouais, voilà, des attaques pièges. ouais, Donc, ce sont des des attaques qui leurres. vont faire réagir Gastelum et sur base de la réaction de Gastelum, capitaliser dessus. Gastelum, on l'a vu prendre pas mal de genoux anticipatif. Donc, au moment où Gastelum veut casser la distance, tu envoies un genou au corps à ce moment-là, ça peut faire pas mal de dégâts. Le saint graal de cette stratégie, c'était Donald Cerrone contre Eddie Alvarez. Et je Hmm. pense vraiment que Imavov a clairement ça dans son arsenal. Je pense vraiment qu'il peut envoyer son jab ou feinter son jab, attendre qu'un plus petit que lui casse la distance, venir lui-même faire un pas aussi pour venir envoyer le genou et anticiper ça. Euh, Imavov a montré qu'il avait un peu les contres comme McGregor contre Alvarez ou McGregor contre Buchinger. Donc Ouais. sortir la tête et puis revenir derrière sur un jab, sur un cross ou avec l'uppercut aussi, comme McGregor l'avait fait contre Floyd Mayweather. Et ça aussi, ça peut bien fonctionner. Tu envoies le jab, tu attends que Gastelum fasse son blitz, tu esquives le premier et ou le deuxième coup de son blitz et tu viens avec ton propre contre. Je pense que ça, clairement, Imavov, il l'a dans son arsenal. Euh, la pression, les front kicks, ça fonctionne très très bien contre Gastelum. Doubler le jab, ça fonctionne bien contre Kelvin aussi. C'est quelque chose que j'ai pas encore vu souvent chez Imavov, mais je suis sûr qu'il est capable de bien exploiter un double jab pour couvrir cette distance, pour avancer, pour envoyer des armes sans trop s'exposer à des contres. Euh, et alors faire ce que fait Costa. Engager sur un kick, continuer avec de l'anglaise. Comme je dis, il y a un petit temps après que Gastelum envoie un kick où il est un peu surpris, il est un peu bloqué. Et je pense que quelqu'un qui bouge beaucoup la tête de côté t'envoie un kick.
hop, il arrête de bouger la tête parce qu'il voit la collision dans sa tête, il arrête de bouger, et puis là, tu es dans les armes d'Imavov. Hein. Ses meilleures armes, c'est le jab, le direct, tout ce qui est en ligne. Donc, si tu arrives à faire en sorte que Gastelum n'ait plus envie de bouger son tronc, notamment avec des middle kicks et des high kicks, bah, il tient droit, et c'est là où tu as une cible facile sur ton jab, qui est une arme que tu peux utiliser en disant, OK, je te touche, tu sais pas me toucher. Donc, il y a chez Imavov, il y a vraiment un travail à faire sur le long terme dans ce combat. C'est pas quelque chose, je viens avec une stratégie pour finir dans les 2 premières minutes. C'est je viens avec une stratégie pour le malmener crescendo parce que je lui enlève certaines envies. Si tu arrives à feinter ton jab, faire en sorte qu'il attaque et quand il attaque, tu le contres, ben, à terme, il va plus vouloir chercher à t'attaquer derrière ton jab. Si tu arrives à envoyer beaucoup de middle kick pour qu'il arrête de bouger comme ça, ben, il va arrêter de bouger comme ça et c'est là où tu vas commencer à pouvoir imposer ton jab. Parce que si tu imposes ton jab et qu'il ne veut pas attaquer derrière, bah, toute ta soirée, elle est faite. Hein. Et c'est Donc, vrai que, et ouais. même quand tu parlais des front kicks et tu parlais de Connor, bah, un truc qu'il pourrait faire aussi comme Connor, c'est les front kicks au corps. Ouais, Et ça, typiquement, en plus, dans le style de Gastelum, qui effectivement, c'est beaucoup de mouvements de côte à côte, bah, le corps, lui, il bouge pas quand tu mhm. fais des mouvements de côte à côte. Et de la même manière que c'est pour ça que tu parlais des middle, je pense que même des front kicks au corps pour bien lui creuser le Bien sûr. cardio. Et ce que Gastelum a peut-être un peu plus dans la caisse de manière générale, bah, il peut peut-être rééquilibrer un peu les vases Nassourdine en mettant ça en place assez vite, des gros front Bah, kicks au corps. en fait, tu mets le meilleur exemple. Hein. Un des meilleurs exemples d'un combattant beaucoup plus grand que son adversaire, c'est McGregor contre Mendes. Mhm. Alors, il y avait le côté lutte où McGregor a eu un peu de mal au début, mais si tu isoles la partie debout de ce combat, c'est le combat parfait du grand face au petit. Mettre la pression, utiliser les armes longues, beaucoup de front kick pour casser le cardio, pour garder la distance, pour le pousser contre la cage, le cadrer, chercher le jab et le cross, les armes simples. Quand l'autre engage, désengager, contrer quand l'autre blitz. Ouais, très très belle performance et c'est clairement le genre de combat qui pourrait se produire de la même manière. Si Imavov arrive à faire ça, c'est un masterclass. Mhm. Il, il- il- il a face à lui un profil très compliqué, je trouve. C'est pas un combat facile. Je suis allé voir les cotes de Paris. Il est favori modéré. Avant d'aller voir, je le donnais plutôt léger favori de mon côté. Parce que c'est un combat difficile, mais il a pour moi, il a les compétences pour rendre ce combat genre facile. J'aime pas Ouais, mais je utiliser le vois ce que tu mot veux dire. facile, mais Mhm. il a les compétences pour contrôler ce combat. Il a les compétences pour dominer ce combat. Et s'il le fait, il prouve qu'il est dans le top 10. Mais il y a aussi une grosse chance qu'il n'y parvienne pas parce que Gastelum est difficile à cadrer, Gastelum est difficile à contrôler, Gastelum est dangereux et ça pourrait être un combat très très équilibré. Eh ben, on en arrive donc à la dernière partie de ce podcast, à savoir les pronostics. Compte tenu de tout ce que tu viens de dire et du fait que toi, tu le voyais léger favori à la base, Mhm. est-ce que là, pour toi, voilà, il peut, c'est du 60-40 ou est-ce que quand même, ça reste extrêmement compliqué? Je pense que 60-40 est une bonne estimation du combat, entre 55 et 60, parce que comme je le dis, il y a pas mal de risques, il y a pas mal de facteurs qui font que ça pourrait mal se passer. Hein, si on a un Gastelum qui vient avec une stratégie, qui vient un peu bloqué au début, fatigué, et puis qui commence à exploiter son jeu sur des bons déplacements et qui commence à frustrer Imavov, ça pourrait se produire. On pourrait aussi voir première fois que c'est en 5 rounds pour Nassourdine, il pourrait prendre les 2 premiers et puis se faire surprendre sur 3, 4, 5 parce que Mhm. allez, tu peux fatiguer et être crevé et comme il a été contre Buckley, peut-être qu'il travaille là-dessus pour plus être crevé dans le troisième, quatrième, cinquième, mais tu peux aussi juste fatiguer sans être crevé, mais que ton adversaire soit pas fatigué et du coup te faire un peu surprendre sur l'énergie aussi. Donc oui, il y a clairement des scénarios où il gagne pas le combat, mais j'ai envie de croire aussi au momentum. Je vois Mhm. qu'on a un Imavov qui progresse énormément qui évolue, qui est dans un bon moment de sa carrière. Et à l'inverse, on a un Kelvin Gastelum. Alors, on peut contre-argumenter, il a pris que des gros profils, etc., etc. Mais on voit qu'il commence à être sur le déclin de sa carrière. La confiance n'est pas spécialement là. J'ai pas l'impression qu'il progresse. J'ai pas l'impression que son jeu. Il a énormément évolué après le TUF.
Il a continué à évoluer en début de carrière middleweight, mais là j'ai l'impression qu'il commence à un peu stagner et il commence à se faire peut-être à l'idée que bah, la ceinture c'est mort depuis sa défaite contre Adesanya. Euh, donc j'ai envie de croire à ça et je vois un Imavov gagner à la décision. Pas sur un combat facile, mais en tout cas, c'est tout le mal que je le suis. Je le préfère le voir gagner à la décision sur un 5 rounds que le voir gagner au deuxième round parce que ça donnera beaucoup d'indications sur la suite pour lui. Bah, le scénario idéal, ce serait vraiment ça, en fait, hein, je suis d'accord, ce serait 5 rounds. Dans le meilleur des mondes, il arrive à terminer Kelvin dans le 5e round un peu. Ouais. Bon, là, bon, d'accord. Mais ce serait le scénario idéal dans le sens, en fait, je te rejoins. Ce serait parfait que sur un combat comme celui-ci, il prouve énormément de choses desquelles on doutait de lui. Mhm. Et là, franchement, si jamais il met tous les voyants au vert sur, c'est, imaginons que Kelvin arrive avec une stratégie où il veut le coller contre la cage en clinch, où il veut essayer de le mettre au sol, où il veut essayer d'exploiter les reculés, enfin les reculés en ligne, comme tu l'as dit. Ce serait parfait que pendant 4 rounds, Gastelum essaie de lui mettre ça dans la face, que vraiment qu'il le presse comme ça, mais vraiment de manière active sur toutes ces choses-là, Mhm. et que Nassourdine y réponde l'une après l'autre. Ouais. Ce serait idéal. Donc en fait, ouais, non, je te rejoins. J'espère que ça va durer et j'espère qu'il pourra justement cocher toutes les cases, quoi. Donc ouais, bah prono, moi je vais. C'est quand même compliqué de finir Gastelum, tu l'as dit. Il a été Mhm. mis knockdown, mais être KO, c'est une autre affaire. C'est comme Charles Oliveira, c'est pas pareil. Euh, Donc, ouais, qu'est-ce que tu allais dire? Qu'est-ce que tu avais en tête? Non, je suis en train de regarder s'il s'était fait mettre KO et j'ai l'impression euh, que non, en fait, Non, je crois en, pas, hein, ouais. en défaite. Contre Non. Vitor Belfort, c'était quand encore? Euh, Euh, Je Parce sais que, que ce ouais, combat a eu lieu, je me souviens pas du tout. contre C'est Vitor. Ah oui, no parce contest. que c'est un no contest après et je me rappelle plus du résultat initial. Bah, Mais moi j'ai non l'impression plus. que c'est Gastelum qui le. Faut qu'on regarde si c'était TRT Vitor ou après. Ouais, non, non, c'est Gastelum qui le bat. Donc non, Gastelum a jamais été mis KO à l'UFC en tout cas. Ouais, voilà. Donc c'est compliqué de le terminer. Alors ça pourrait être par comment dire par soumission, mais voilà, c'est pas là où Ouais. on voit Nassourdine aller et c'est pas évident parce que comme tu Ouais. l'as dit, si tu veux aller chercher la soumission, bah probablement qu'il va falloir aller dans les scrambles et là tu prends quand même de sacrés risques, quoi. Ouais, bah, le seul qui l'a soumis, c'est Hermansson en tout début de premier Ouais, quand ils round, étaient et frais, c'est Hermansson aussi. voilà. Voilà, je crois qu'on a vu, enfin, on a vu plusieurs personnes même aller jusqu'à prendre le dos de Gastelum et tout. Il est comme enfin, prendre une référence du Ares, un peu comme Yacine Haddad. Ouais. C'est un petit format et techniquement, il est très très bon en grappling défensif. Donc j'ai beaucoup de mal. Je vois pas. Je vois pas Gastelum faire une erreur sur sa lutte en exposant sa nuque et avoir un ninja choke comme Imavov a testé contre Shai Bazan. Non, j'ai vraiment du mal à avoir une soumission dans ce combat. Ouais. Ouais, bah parfait. Bah, pareil. Bah, c'est pour ça que moi, comme prono, je vais mettre une décision de Nassourdine. Ouais. Mhm. Et vraiment en espérant, parce que si c'est une décision sur synchrone contre Gastelum, ça voudra dire quelque chose. Ouais. Ah oui, non, c'est clair. Ouais, pour moi, ouais, c'est comme tu l'as dit, un finish dans le 4 ou dans le 5 ou une décision, c'est un gros message qu'il envoie à la division. Moi, le seul truc, c'est souvent, c'est vrai que ça, je le précise, j'oublie chaque fois de le préciser, mais quand tu as quelqu'un qui a un très bon menton, généralement, ceux qui ont des racines mexicaines, mais non, mais c'est vrai, de Non, non, c'est clair, ou Cejudo à des îles Yair Pacifiques, mais c'est Rodriguez, vrai, à hein. Gastelum, Brandon Moreno, ils ont tous un menton d'acier. C'est quasi impossible de les mettre KO au menton. Mais par contre, les gens testent pas assez leur corps. Et très souvent, ceux qui ont un bon menton, c'est pas une règle, hein, c'est pas scientifique, mais très souvent, on oublie de tester leur corps. Et peut-être, il y a pas encore beaucoup de. Et pourtant, il est vulnérable au coup au corps, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont été vraiment le tester. Et je peux voir un Imavov mettre la pression à la cage, venir envoyer un jab cross pour lever la garde et puis un gros crochet au foie et voir ce que ça donne là-dessus. En plus, il l'adore, celle-là. Ah ben Ouais. voilà, désolé pour le spoil. Non, parce qu'il l'a montré dans des vidéos d'entraînement, c'est pour ça que je me permets Ok. aussi, mais même dans les vidéos d'MBNet qu'on avait fait, mais ça, c'est un truc qu'il le kiffe tellement. Et Ouais. c'est, ouais, ouais, t'as raison. C'est.
On va le garder celui-là au cas où pour faire un petit montage. Facteur X. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ok, bah Chris, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Complètement. Bah, parfait. Bah, merci Chris. Merci à MyProtein, moins 38% avec le code de la sueur, j'imagine. Et puis, et puis bah, Le merci petit mon gars, j'imagine, hein. il tue à chaque fois. Toujours, ouais, j'en suis jamais sûr de rien. Merci Chris, merci à vous tous. Et puis bah, à la prochaine, hein. À la prochaine. I'm fucking coming for you!